Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'en peux plus de cette villa. C'est terminé, je laisse tout tomber. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je quitte la villa et aussi Airbnb au Mexique. Restez jusqu'au bout car je vais vous dire exactement comment éviter mes erreurs. Voici mon histoire. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges entrepreneurs, votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Oui, j'arrête la villa que j'ai mis en Airbnb au Mexique. Pourquoi ? Avant de vous énumérer les raisons, je vais d'abord vous donner le contexte. À la base, il faut savoir que cette villa n'est pas un achat que j'avais fait, mais une sous-location. J'ai fait un contrat avec des propriétaires qui n'arrivaient pas à vendre leurs biens. L'idée, c'était de faire un gagnant-gagnant. Les propriétaires, eux, on leur payait un loyer chaque mois, donc ne partaient pas à perte, et nous, on pouvait remettre le bien à louer afin d'avoir un cash flow positif. Après avoir fait une inspection, mes administrateurs ont fait un contrat avec le propriétaire afin de déterminer les modalités, les réparations, la maintenance, mais aussi le loyer qu'ils ont négocié. Maintenant que vous connaissez le contexte, voici le premier point. Propriétaire de mauvaise foi. En effet, ils ne respectaient pas les délais en termes de livraison du produit. On avait signé un contrat qui devait débuter le 15 avril par exemple, après qu'ils aient fini tous les travaux comme on avait signé dans le contrat afin qu'on puisse recevoir les clients. Malheureusement, ces travaux n'étaient pas finis avant le 15 mai. Et encore, c'était nous qui devons les menacer de ne pas les payer pour qu'ils puissent se dépêcher. En attendant, on respecte nos engagements et on a un loyer qu'on paye à chaque mois. Deuxième raison, vice caché. Quand on a fait l'inspection de la villa, tout semblait correct. Malheureusement, un mois après, on s'est aperçu qu'il y avait des soucis au niveau de l'électricité, de la pompe de la piscine et de la citerne. Quand nous les avons confrontés, ils nous ont dit simplement qu'ils étaient au courant, mais qu'ils voulaient simplement s'en occuper au fur et à mesure qu'ils recevraient les loyers. En attendant, nous, on veut livrer un produit impeccable. Donc s'il y a de mauvais commentaires, c'est nous qui sommes impactés, pas eux. Eux continuent de recevoir leur loyer. Troisième raison. Nous sommes rentrés dans une période creuse, c'est-à-dire une période de l'année où il y a le moins de clients et le moins de business. Donc, on a eu des réservations, oui, mais pas assez pour que ce soit rentable. En fait, à la base, on savait qu'on arrivait à la fin de la saison haute. On aurait pu encore en bénéficier. Mais vu que les propriétaires avaient un mois de retard, on l'a tout simplement loupé. Quatrième raison. Et ce facteur a commencé exceptionnellement cette saison. Du moins sur la période creuse, on peut noter qu'il y a une baisse de clients qui est majoritairement américain. L'augmentation du coût de la vie et la crise y serait pour quelque chose. Donc on avait plus à faire à une population locale. Du coup, on devait ajuster les prix. Mais vu le prix du loyer qu'on payait aux propriétaires et ce qui nous revenait, on n'était pas assez rentable. En gros, d'un point de vue investisseur, nous n'avions plus confiance aux propriétaires. En effet, ils ne respectaient pas les délais et nous cachaient des informations qui pouvaient nous impacter directement financièrement. Une mauvaise gestion de leur part pouvait nous impacter au niveau de la note de la villa et ceci était très frustrant. Il faut savoir que dans ce contexte-là, certains propriétaires ont plus de droits que de devoirs. Donc même s'ils sont en tort par rapport à quelque chose qu'ils n'ont pas exécuté selon le contrat, ils vont quand même essayer de tirer la couverture et faire preuve de mauvaise foi. Considérant tout ce contexte, on a simplement décidé de s'arrêter. Oui, c'est embêtant, car on aimerait bien que tous nos projets marchent. Surtout que la saison haute était pas loin de là. Ça commence de décembre jusqu'à avril. Clairement, hormis faire de l'argent, c'est pas ce mindset-là qu'on veut pour faire du business. Donc on préfère stopper et se concentrer sur les 2 appartements qui arrivent en préconstruction pour la fin de l'année. La différence là, c'est que ce seront nous les propriétaires. Nos règles du jeu. En entrant dans cette opportunité, je savais ce que je faisais. D'ailleurs, j'ai utilisé 2 principes pour pouvoir me protéger et je vous conseille de les utiliser. Principe numéro 1. Je n'investis jamais de l'argent que je ne suis pas prêt à perdre. Et il n'y a rien de pire que de se retrouver à genoux ou de perdre sa chemise. Principe numéro 2.
L'offre est de bonne qualité, mais si ça ne va pas, quelles sont mes solutions de repli? En l'occurrence, ici, c'est de rendre la villa avec 1 mois de préavis, donc une sortie rapide et facile. Seul inconvénient, on perd 1 mois de caution. Et même ça, on était préparé. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Si vous faites une sous-location dans ce même contexte, faites une inspection approfondie, même si vous payez plus cher. Au moins, au final, vous savez à quoi vous en tenir. Au passage, je voudrais signaler que les vices cachés et la mauvaise foi ne sont pas des comportements propres au Mexique. Ça existe partout dans le monde. Donc faites attention. Stratégiquement, quand vous entrez dans le business, faites-le préférablement pendant la saison haute. Ça vous apportera plus de liquidité et vous préparera pour la saison basse. Enfin, pour la crise, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, si ce n'est qu'il est très important d'avoir une administration qui gère bien les prix chaque jour afin de s'ajuster en fonction de l'offre et la demande. Au niveau des clients que j'ai eus, mis à part les casseurs, tout s'est très bien passé. Notre promesse envers eux a été respectée et j'en suis content pour eux. Je remercie mes administrateurs Vincent et Rodrigo qui ont livré un service client 5 étoiles. Comme convenu, je vous partage tout, même ma situation actuelle, afin que vous puissiez en bénéficier. C'est bien beau de tenter et d'approcher de nouveaux domaines, mais il est aussi important de s'ajuster et de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Comme je dis souvent, quand vous tentez, partez petit et testez le marché avec des sommes que vous êtes prêt à perdre. Petite question pour vous. Pensez-vous que cette expérience est un échec ou un exemple de chemin vers la réussite? Je vous attends dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo tout autour de vous. Vous savez comment que ça se passe. Oui, mon aventure avec la villa au Mexique s'arrête là. Mais mon aventure d'investisseur au Mexique ne s'arrête pas là. Voici 2 vidéos de mes appartements de luxe qui devraient être prêts d'ici la fin de l'année. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.